Le petit point rouge. Ouais, il y a le petit point rouge. Ouais. Salut mon main. Ça roule. Ça roule et toi? Ouais, ça roule. Bah, bienvenue dans ta chronique. Bah, notre chronique. Notre chronique. J'ai lu qu'en permaculture, un des principes est de ne pas travailler le sol. Pourtant, je vois régulièrement la culture sur but qui nécessite un travail du sol conséquent. Doit-on travailler le sol finalement ou pas? Doit-on? Est-ce qu'on doit? Est-ce qu'il y a des devoirs? Pour moi, la question est mal posée. C'est pas est-ce qu'on doit, est-ce qu'on ne doit pas. Bon, revenons à l'essence de la question. Travail du sol, but. Quand on fait une butte, il y a effectivement un chamboulement du sol, qui est relativement minime en fait. Mis à part qu'on recrée un relief différent, mais au niveau de la vie du sol, c'est pas la construction d'une butte qui va le perturber. Elle va le perturber l'espace de quelques semaines, quelques mois, mais dans la durée de vie d'un potager, c'est-à-dire, je sais pas, la durée de vie d'un être humain peut-être, 40 ans, 100 ans, 200 ans peut-être, c'est pas du tout gênant. Mais ça pose quand même la pertinence de pourquoi faire des buttes, enfin la question de la pertinence, pourquoi on fait des buttes, et puis ça pose la question de l'énergie dépensée pour faire des buttes. Faire une butte, c'est beaucoup d'énergie dépensée. Ne pas faire une butte, c'est beaucoup d'énergie qui n'est pas dépensée. Alors, c'est simple. Peut-on, alors, peut-être la première question serait de savoir est-ce qu'on peut obtenir des récoltes, les récoltes souhaitées, sans faire de butte. Dans la plupart des cas, dans la plupart des jardins, dans la plupart des climats, en France, je veux dire, dans la plupart des sols, oui, on peut avoir des récoltes normales sans faire de butte. Et faire des buttes n'apportera pas forcément un avantage. Ça dépend de l'état initial du sol. Dans certains cas, nos terrains comportent très peu de couches humifères et on tombe sur le caillou, enfin sur la roche-mère très rapidement, sur des couches d'allios. Ça, on peut voir ça dans le livre Le jardin naturel de Jean-Marie Lespinasse, où lui il cultive sur un terrain qui est horrible, quoi. Donc il a fait des buttes pour se créer un petit peu plus de sol, une épaisseur plus grande. Dans ces cas-là, si on a, enfin, ce qu'on dit communément, c'est on dit qu'on n'a pas de sol, en fait on n'a pas de terre végétale. Ouais, une butte peut permettre d'augmenter l'épaisseur de terre végétale. Et donc si on veut faire des légumes racines, genre carottes, salsifis, corsonnaire, bardane, on pourra avoir des légumes un petit peu plus longs. Bon, en dehors de ce cas-là, les buttes ont une utilité pour les terrains hydromorphes. Ça veut dire des terrains en hiver, quand on marche dessus, ça fait floc-floc. Donc des terrains qui sont très spongieux et qui conservent, qui n'arrivent pas à drainer l'eau. Donc dans ce cas-là, quand on fait des buttes, on va surélever une partie de la terre qui, elle, sera drainée. Drainer, ça veut dire que tous les pores qui sont... 50% d'un sol est constitué par des pores, une porosité naturelle ou mécanique. Un sol drainé, ça veut dire que ces 50% de vide sont remplis d'air. Et donc les légumes et la vie du sol peuvent respirer dans cette partie du sol qui est aérée. Dans un sol hydromorphe, toute cette porosité, elle est remplie par l'eau. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'oxygène, ce qui fait que les légumes et la vie du sol ne peut plus respirer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les légumes fabriquent leur fertilité en nourrissant des micro-organismes qui vivent dans le sol, et ces micro-organismes ont besoin d'oxygène pour travailler. Enfin, travailler. Ils ne travaillent pas aux 35 heures, mais pour faire ce qu'ils savent faire, pour vivre. Et donc avoir de l'oxygène dans le sol plutôt que de l'eau, finalement, voilà, ça permet aux légumes de pousser. Donc dans les sols hydromorphes, les buttes ont leur utilité, ont leur pertinence.
dans bien des terrains qui sont riches, qui ont la capacité de se réchauffer suffisamment vite au printemps. Euh, alors ça peut être des terrains qui sont bien exposés, c'est-à-dire une pente au sud, ça peut être des terrains avec une terre qui est, qui s'aère relativement facilement, c'est-à-dire drainée. En fait, le réchauffement printanier a lieu normalement, il n'est pas ralenti. Ce qui fait que dans ces terrains-là, les buttes, en fait, elles n'apportent pas beaucoup d'intérêt supplémentaire. Ouais. L'autre gros avantage ou gros intérêt des buttes, ce serait au niveau de l'ergonomie. Mais alors là, attention. Faire une butte ne signifie pas qu'on va gagner en ergonomie. Pour gagner en ergonomie, il faut faire une butte adaptée à sa physiologie et à sa morphologie. Donc il faut déjà savoir comment nous on travaille. Si je préfère travailler accroupi, si je préfère travailler en enjambant mes plates-bandes et puis en me penchant dessus, ou si je préfère jardiner, assis sur une planche, sur un tabouret, etc. Donc voilà, d'abord pour l'ergonomie, pour que les buttes soient ergonomiques, il faut que je sache dans quelle position mon corps est à l'aise. Et ensuite, il faut que je teste certaines formes de buttes. Donc ça peut être des formes arrondies, ça peut être des formes avec des banches, donc des planches sur les côtés, des formes avec différentes hauteurs. Et moi j'invite tous ceux qui font des buttes à tester en fait différents formats de buttes. Donc construire des petites buttes de 1 mètre de long, de formats différents, hauteurs différentes, arrondies, carrées, etc. Et de s'essayer donc aux travaux de jardinage, c'est-à-dire des semis sur le bord de la butte mais aussi au milieu, des plantations sur le bord mais aussi au milieu, et puis d'autres travaux si cela vous apparaît utile. Mais en tout cas, se mettre en condition de tester les buttes, 10 minutes de semis, 10 minutes de plantation, pour voir si notre corps est capable de supporter ce que la butte nous imposera comme position. Voilà. Ça dépend de la morphologie de la personne, donc. Oui. C'est sûr qu'entre un pygmée et un basketteur, en fait, les buttes, si elles font la même taille, ça ira peut-être pas, quoi. Donc, voilà. Savoir que les pygmées n'ont peut-être pas besoin de butte, quoi. Je ne sais pas ce qu'ils mangent. Pertinence des buttes, il y a... Bon, après, quand une butte est réalisée, il y a d'autres avantages qui apparaissent, notamment les microclimats. Alors, microclimat, c'est petit climat. Quand on oriente des buttes est-ouest, ça veut dire qu'il y a une face qui va se retrouver au soleil et une face qui va se retrouver à l'ombre. Ça, c'est pour les buttes qui sont arrondies. Soleil, ombre. Pour les buttes qui sont plates, ça ne change rien. Enfin, les buttes surélevées. Mais dans le cas où on a des faces qui sont orientées différemment au soleil, on va avoir un réchauffement du sol qui va être différent. Donc au printemps, on aura une très grande différence. Et là, ça peut être très intéressant si on veut hâter des cultures au printemps. Donc on les plante sur le côté sud. Après, en été, étant donné qu'il y aura de la végétation plantée sur le côté sud, il y aura un petit peu plus d'ombre sur le côté nord de la butte. Donc il y aura un coin qui restera un petit peu plus humide, un petit peu plus frais. Mais ce sera quand même très relatif. Et ce phénomène de création de microclimat, on peut l'obtenir aussi dans un terrain à plat, en plantant des légumes de différentes hauteurs, qui elles feront de l'ombre à certaines zones du potager, etc. Donc, et ça peut aussi s'obtenir en cultivant sous les arbres. Donc voilà, si la butte génère ces microclimats, on peut aussi les obtenir autrement. Et puis c'est pas en pleine saison en plus particulièrement, étant donné que l'incidence du soleil, que le soleil est très haut dans le ciel et que du coup une butte orientée au sud captera moins d'énergie proportionnellement en plein été qu'au printemps peut-être. C'est clair ce que je dis? Oui. Non, effectivement, c'est vraiment au moment du réchauffement printanier que l'effet est intéressant.
Parce que les buts sont... Ce côté-là sera orienté 45 degrés, on va dire, donc à la perpendiculaire des rayons du soleil. C'est vrai qu'en été, le soleil est beaucoup plus haut. Donc finalement, sur notre but qui sera comme ça, il va réchauffer aussi bien là que... Enfin, peut-être moins ici, mais comme le soleil se lève derrière et se couche ici, enfin, au final, toute la butte sera ensoleillée. Bon. Mais c'est... En été, la chaleur n'est plus un facteur limitant. Enfin, ou plutôt le manque de chaleur n'est plus un facteur limitant puisqu'il fait chaud. Et par contre, pour le rafraîchissement, enfin, pour maintenir un sol frais, ça peut être utile pour certains légumes. Ouais. Les buts. Attends, il y avait d'autres avantages, lesquels que j'ai pas dit. Ouais, la profondeur du sol pour les sols hydromorphes, ergonomie, température. Température. Ouais, je sais plus. Je sais pas, pour adapté pour des personnes handicapées, par exemple, pour la mobilité réduite, ça peut être plus pratique. Mais bon. Ouais, d'accord, mais c'est pas eux qui fabriqueront les buts, quoi. Non, effectivement. Donc il faut y penser pour les fabricants en question, quoi. Ouais. Non, évidemment, mais ça c'est plutôt de la culture hors sol. Alors on fabrique des bacs qui sont déconnectés du sol et on les remplit de terre et c'est pratique pour tous ceux qui sont qui se déplacent en fauteuil roulant, qui ont besoin de s'asseoir. Et dans ce cas-là, il faut bien réfléchir à l'ergonomie du truc, donc les bonnes hauteurs, les bonnes largeurs, les bonnes profondeurs en fait. C'est comme un évier, quoi. Moi j'ai très rapidement dans ma vie arrêté de faire la vaisselle parce que l'évier n'était pas adapté à mon corps. Mes parents ne voulaient pas comprendre. Mais... Il avait les pieds trop longs. C'est ça. Mais quand on a un évier qui est trop bas pour son corps, on se pète le dos, quoi, à faire la vaisselle. Et c'est pareil quand il est trop haut. Là, on se fatigue les bras plutôt. Bon. Travail du sol. Donc en fait, c'était ça la question de base. C'était une butte, c'est du travail du sol, mais en permaculture, on n'entend pas de travail du sol. Ouais. Peut-être remettre dans son contexte pourquoi pas de travail du sol. Constat. Bon, l'agriculture conventionnelle, travail du sol à fond, labour, herçage, machin, truc. Les tracteurs n'arrêtent pas de passer dans tous les sens sur la parcelle. Le sol est à nu. La terre a complètement été déstructurée. Elle a perdu sa structure naturelle, ça veut dire une structure en forme de grumeleuse, des petits agrégats ronds qui s'empilent les uns les autres. Les outils du travail du sol, outils métalliques, propulsés par un tracteur à énergie pétrolifère, transforme le sol plutôt en une poussière qui, quand il pleut, devient, s'érode. Donc terrain en pente, travail du sol, grosse pluie, sol qui s'en va. Voilà. Et assez régulièrement dans les campagnes, quand il y a une grosse pluie, les paysans s'appellent et disent « Hey Dédé, il y a ton champ qui s'en va là ». C'est malheureux, mais voilà. Ce sont les affres de l'abus du travail du sol. En permaculture, donc, étant donné qu'on prend la nature comme modèle, on regarde comment elle fait pousser les plantes. On voit déjà que dans un écosystème naturel, il y a beaucoup plus de plantes et donc de biomasse qui est créée par unité de surface, alors que l'homme n'intervient pas, pas de travail du sol, pas de fertilisation, rien du tout, quoi. Comparativement à un champ cultivé, où là il y a énormément d'énergie imputée pour le travail du sol, pour surveiller, pour contrôler les cultures implantées. Et puis les cultures ont des rendements qui peuvent être grands pour certaines plantes, comme les maïs, les sorgho. On a des rendements vraiment impressionnants. Je parle en termes de productivité. Mais voilà. Les modèles naturels sont très inspirants parce qu'ils arrivent à produire beaucoup de biomasse sans aucune énergie, qu'elle soit mécanique ou qu'elle soit pétrole, etc.
Et donc voilà, ça remet en cause en fait l'idée du travail du sol. Pourquoi travailler le sol alors que dans la nature on a plus de productivité sans travail du sol? Donc comme en permaculture on s'inspire des écosystèmes naturels, on essaye de comprendre comment ça fonctionne. On s'aperçoit qu'il y a un travail du sol biologique qui est effectué par la faune du sol, principalement les vers de terre, qui créent des galeries très très nombreuses dans le sol. Et quand je dis dans le sol, ça peut être dans les... Enfin, ça dépend de l'épaisseur du sol qu'on a, mais un ver de terre, ça peut descendre jusqu'à 3 mètres. Donc ça fait des galeries jusqu'à 3 mètres de profondeur, c'est vraiment pas rien du tout, quoi. Cette porosité naturelle, quand il pleut, elle n'est pas détruite. Donc ça, c'est un des gros avantages. Contrairement à une porosité mécanique, c'est-à-dire quand la terre a été bien brassée par les outils métalliques, la dent métallique, elle devient poussiéreuse et dès qu'il pleut, tout se retasse. Donc tous les pores artificiels que l'outil a créés se retassent, donc il n'y a plus de porosité dans le sol. Plus d'oxygène, donc plus de vie du sol, plus de capacité pour les plantes à se fournir en fertilité. Enfin, moins de capacité en tout cas. Donc dans la porosité biologique, on a ce travail des vers de terre et de plein d'autres animaux qui créent des galeries solides qui permettent, donc quand il pleut, à l'eau de s'infiltrer et qui permettent aussi aux racines de plantes d'emprunter ces galeries et d'aller chercher leur fertilité beaucoup plus loin que ce qu'elles pourraient faire dans un sol qui est tassé, quoi. Autre chose, c'est que les acteurs principaux de cette porosité biologique, les vers de terre, sont aussi les principaux acteurs de la fertilité des sols. Un ver de terre, quand ça mange de la matière organique qui vient de... Enfin, quand ça mange de la matière organique tout court, donc ça peut être une plante, ça peut être une crotte, etc. Ça digère cette matière organique et ça excrète, pardon. Donc un turricule de vers de terre qui lui contient beaucoup plus de fertilité que ce qu'il a mangé. Alors il n'y a pas création de fertilité ou création de nutriments, c'est juste que les nutriments qui étaient sous une forme à l'entrée ressortent sous une forme beaucoup plus assimilable à la sortie. Donc quand on favorise la population des vers de terre, on gagne en porosité du sol et on gagne en fertilité. A l'inverse, quand on travaille le sol avec un outil mécanique, je veux dire à la manière de l'agriculture conventionnelle, ça veut dire un travail du sol relativement fréquent, abusif, j'irais même jusqu'à dire, on détruit la porosité biologique, on crée une porosité mécanique qui est très temporaire, on nique les vers de terre tout simplement, on les coupe en deux. Et la charrue ne sait pas couper le ver de terre au bon endroit pour qu'il continue de vivre. Ça, elle ne gère pas ça. Donc la population de vers de terre décroît. On aère le sol temporairement à un moment où, vu qu'on vient de passer une charrue, il n'y a plus de plantes. Mais l'aération du sol, elle, va favoriser la minéralisation de l'humus. La minéralisation de l'humus, c'est les bactéries qui vont aller piocher dans la tirelire à fertilité que constitue l'humus. Elles vont aller prendre de la fertilité et vont la libérer pour les plantes. Mais ce qui est dommage, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a pas de plantes, vu qu'on a travaillé le sol. Donc quand il pleut, qu'est-ce qui se passe? La fertilité se dissout dans la pluie, les sels minéraux en fait, et puis ça rejoint la nappe phréatique. Et donc c'est un manque à gagner, c'est une perte nette en fait plutôt pour les plantes. Donc le travail du sol en fait il a quasiment que des désavantages. Le seul qu'on pourrait lui attribuer comme avantage c'est peut-être le réchauffement du sol. Voilà. Donc, ce qui permet de drainer et de mettre le sol à nu pour que au printemps les rayons du soleil puissent le réchauffer un peu plus vite. En même temps, le sol à nu, le soleil finit par cramer également les bactéries qui étaient dans le sol et qui ont été mises en surface du coup. Ça, c'est dans le cas d'un travail du sol bouleversif, c'est-à-dire où on inverse les horizons. Il y a un problème qui se pose, c'est que il y a différentes... c'est comme dans un immeuble, où on va dire c'est comme à la tour de Babel, à chaque étage il y a une langue qui est parlée.
Donc dans le sol, il y a différentes strates avec différentes bactéries ou faunes qui habitent dans ces strates. Et elles sont stratifiées par quantité d'oxygène. Donc il y a des bactéries qui ont besoin de beaucoup d'oxygène, d'autres de beaucoup moins. Et elles ne peuvent pas vivre, peuvent pas changer de strate. Et quand on fait un travail du sol bouleversif et qu'on inverse tout ça, effectivement, ça tue une partie de ces bactéries. Mais c'est pas extrêmement gênant, parce que ces bactéries-là ont quand même une résilience relativement forte. Elles peuvent refaire leur population relativement rapidement. Sauf si on travaille le sol tout le temps sans arrêt. Ah oui, tu disais non. Les UV, enfin le soleil va cramer la première couche de vie de l'épiderme du sol en fait. C'est un effet qui est aussi relativement minime parce que c'est vraiment que la surface du sol qui va, enfin la vie qui est à la surface du sol qui va mourir par les UV, mais c'est une vie qui peut se reconstituer très très rapidement si on recommence à couvrir le sol. Bon, ce qui est important, c'est de ne pas laisser un sol à nu 1 an, 2 ans, enfin voilà, continuellement. Mais si c'est passager, si ça dure 2 semaines, c'est pas dramatique. Bon, cela dit, pour en revenir au travail du sol, les écosystèmes naturels nous montrent qu'il n'est pas utile. Mais comme nous, on cultive les plantes qu'on mange, et qu'on ne se satisfait pas forcément des écosystèmes naturels qui ne nous apportent pas suffisamment ce que nous avons envie de manger, on a besoin donc de contrôler un petit peu plus la végétation qu'on implante dans nos cultures, dans nos champs. Et pour ça, le travail du sol avait une certaine utilité. Il permettait de contrôler les adventices, les mauvaises herbes. Bon, on se rend compte aussi maintenant que le contrôle des mauvaises herbes, c'est ce qui amène les mauvaises herbes. Il y a plein d'autres problèmes qui vont avec. Donc c'était pas la bonne option, quoi. Et puis certaines études montrent aussi que à cultiver avec plein de mauvaises herbes, plutôt à cultiver non pas une monoculture, mais un mélange de plantes, on s'aperçoit que les phénomènes de concurrence ne vont pas diviser et réduire la fertilité, mais ils vont l'augmenter. Ce qui est plutôt étrange en fait. Mais ça, on en vient à l'accepter quand on comprend que c'est la plante qui crée la fertilité. Et ça, elle le fait en nourrissant la vie du sol, qui vit près de ses racines. Donc plus on a de plantes qui poussent à un endroit, et plus les plantes vont nourrir la vie du sol, qui elle va se charger de nourrir les plantes, de créer de la fertilité. Donc, travail du sol, pas utile, beaucoup d'effets négatifs. Non-travail du sol, rétablissement un petit peu de l'équilibre naturel, quoi. On peut faire pousser plein de choses. Ça demande ensuite à ce qu'on réfléchisse un petit peu à bien gérer les cultures, que ce soit les cultures qui soient privilégiées par rapport à toutes les autres plantes qui pourraient pousser. Mais voilà en gros le sujet sur le travail du sol, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, quoi. Bon, pour en revenir au but. Une butte, c'est un travail du sol, effectivement. On dépense de l'énergie. En permaculture, l'idée c'est de faire une comptabilité sur l'énergie dépensée et sur ce que chaque quantité d'énergie dépensée va nous rapporter comme énergie. L'idée c'est d'être dans un rapport qui soit positif. Productivité, donc supérieure à 1. Parce que si on est en productivité négative, c'est con, quoi, je veux dire. Disons-le comme ça. Mais dépenser 30 calories pour en fabriquer une, c'est ce qui se passe dans les serres à Almeria. Non, comment ça s'appelle ? Par là, dans le sud de l'Espagne. Sud de l'Espagne ou Maroc, je sais pas quoi, là. Et puis même en général, dans l'agriculture conventionnelle, qui marche à coup de pétrole et de produits fabriqués en usine, on dépense énormément de calories pour en récolter très peu, quoi. Bon, alors voilà, en permaculture, quand on fait un travail, fabriquer des buts, il faut que sur le long terme,
on puisse récupérer l'énergie qui a été dépensée. Donc si la création de buts nous permet d'avoir des récoltes supérieures, une productivité supérieure, ou si on arrive à remplir d'autres objectifs, moi je dis ouais, c'est gagnant quoi. Et peu importe la pertinence des buts en fait. Si quelqu'un veut un jardin, non pas forcément pour la récolte de légumes, mais plus pour son bien-être, s'il veut un jardin en but, qu'il le fasse si c'est ça qui lui apporte le bien-être. Et peu importe la dépense d'énergie quoi. Si il se pète pas le dos à le faire quoi. Voilà. Bon. Un de ces jours, je ferai un petit cours d'ergonomie sur comment manier les outils pour pas se péter le dos. Là. Je vois beaucoup de gens qui manient la grelinette dangereusement. Ok. Est-ce que j'ai tout dit? Je pense, pas loin. Si on n'a pas parlé de surface éventuellement, mais bon, c'est forcément utile. Surface, comment ça? De maximisation de la surface éventuellement en faisant une butte, quoi. Sachant que pour relier un point A à un point B, c'est une courbe D'accord. Alors, plus efficace. Enfin, une butte arrondie augmente la surface d'échange entre l'air et le sol. C'est ça. Est-ce que c'est intéressant? C'est ça la question, est-ce que c'est gagnant? Moi je pense pas. Mais... Donc c'est plutôt une vue de l'esprit de dire que c'est un avantage, ou de le classer dans les avantages de... Enfin classer cet argument dans les avantages de la butte, pour moi ça ne joue pas vraiment. Si on a un sol aéré, porosité biologique, il y a suffisamment d'échanges entre l'atmosphère et le sol. Donc on pourra peut-être, comme la surface sera un petit peu plus développée, on pourra espacer un petit peu plus nos légumes ou en mettre plus serrés. Mais les légumes vont se partager la même ressource en lumière, la même ressource en fertilité, la même ressource en eau. Donc au final, c'est pas parce qu'on a une surface qui est un petit peu plus développée qu'on aura plus de légumes. Quoi. Ils vont se partager la fertilité, mais ils vont en créer plus aussi, comme tu disais. Ouais. Disons que par rapport à un terrain plat, si on sème la même quantité en terrain plat et en terrain, comment dire, arrondi, là, juste on aura des légumes un petit peu plus espacés sur la forme arrondie. C'est tout. Mais c'est pas pour autant qu'ils seront plus gros. Quand on sème plus dru ou sur une surface plus petite, les légumes, de toute façon, eux ce qu'ils veulent c'est la lumière. Donc, s'ils n'ont pas la place sur le côté pour aller chercher la lumière, ils vont aller la chercher en haut. Donc ils vont grimper, tout simplement. Ils vont se faire un petit peu plus grands que les autres. Et ça va pousser vers le haut. Quoi. Mais moi je ne suis pas convaincu que ce soit réellement un argument avantageux de dire la surface est augmentée. Quoi. D'accord. Ok. Peut-être une petite dernière chose, éventuellement un avantage des buts, si la taille des racines de ce que tu plantes le nécessite. Par exemple, dans un verger, ça peut être, si ton sol est hygromorphe, ça peut être avantageux effectivement de surélever certains endroits pour pas que l'arbre ait les racines dans la flotte. Ah bah ouais, effectivement. Quand on plante sur une butte qui est drainée, les racines seront hors d'eau. Donc l'arbre ou les plantes pourront respirer par les racines. Enfin, c'est pas tant qu'elles respirent par les racines, c'est que la vie du sol qu'elles vont élever, grâce à leurs exudats racinaires, elle pourra respirer. Donc, quand on veut planter un arbre en sol hydromorphe, on fait une énorme butte en fait, 70, 100 mètres de haut, large de 1 mètre, 2 mètres. C'est énorme, hein, mais ça dépend des sols en fait. L'hydromorphie a aussi sa temporalité. Quoi. On a des sols qui sont hydromorphes pendant 3 mois, d'autres pendant 6 mois. D'autres c'est juste quand il pleut, ça dure 3 jours et puis après ça redevient sec et dur comme le caillou. Bon, à chacun de voir, quoi, en fonction de son sol. Voilà. Ok. C'est bien, là? Ouais, c'est pas mal. C'est cool. Bon, générique. Générique. Ting, 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 ting. Ah ouais, j'ai pas le ukulélé. Eh non. Bon.
Bah merci. À plus. À plus.